Le journal sur Al24 News, merci d'être avec nous pour cette édition. Voici les titres. Signature de 26 protocoles d'entente entre l'Algérie et la Tunisie dans divers domaines tels que l'éducation, la formation professionnelle ou encore le tourisme. Entre l'Algérie et le continent africain, les développements durables se renforcent dans le secteur de l'habitat. Une première dans l'histoire des États-Unis, un président de la Chambre américaine des représentants est destitué de son poste. Kevin McCarthy a été évincé au terme d'une procédure exceptionnelle. Après l'attentat qui a secoué la capitale turque Ankara, les autorités sécuritaires traquent les éléments du PKK dans plusieurs régions du pays. Voilà pour les titres. Bonsoir à tous. Le chef du gouvernement tunisien Ahmed El-Hachani, qui se trouve en Algérie pour une visite de travail, a été reçu aujourd'hui par le président algérien Abdelmadjid Tebboune, en présence du Premier ministre Ayman Ben Abdelrahman et le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf, ainsi que le directeur du cabinet Nader Arbaoui et le ministre de l'Intérieur Brahim Rad et l'ambassadeur d'Algérie en Tunisie. Aujourd'hui, j'ai été honoré de rencontrer son Excellence le président de la République algérienne Abdelmadjid Tebboune à l'occasion de ma visite en Algérie à la tête de la délégation tunisienne qui participe à la 22e session de la Grande Commission mixte. Cette rencontre représente une heureuse occasion de connaître la vision du président Abdelmadjid Tebboune pour renforcer les relations fraternelles et les relations de coopération entre la Tunisie et l'Algérie, et ses positions concernant nombre de dossiers régionaux et internationaux d'intérêt commun et qui correspondent aux positions et à la vision du président tunisien. Et le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman ainsi que le chef du gouvernement tunisien Ahmed Hachani ont supervisé la signature de 26 accords et protocoles de coopération entre l'Algérie et la Tunisie, et ce en marge de la réunion de la commission gouvernementale suprême mixte des deux pays à Alger. Les accords concernaient de nombreux secteurs tels que l'éducation, la formation professionnelle ou encore les transports. Nous nous sommes mis d'accord sur la nécessité de travailler ensemble pour renforcer la coordination et intensifier la communication entre les deux parties et veiller à réguler l'application des mécanismes bilatéraux pour une évaluation périodique des activités et des projets de coopération, ce qui permettra d'atténuer les difficultés et éliminer tous les obstacles pour mieux appréhender le développement des échanges commerciaux et les investissements et la concrétisation des activités de coopération dans tous les domaines. Et les défis communs nécessitent plus que jamais l'union des efforts et la coordination pour y faire face de manière efficace. Cette commission va contribuer sans aucun doute à plus de développement et à la diversification des relations bilatérales. La Commission a émis plusieurs recommandations importantes pour booster la coopération dans différents domaines que nous allons réaliser tout en veillant à enrichir les relations de coopération entre les deux pays. Et entre l'Algérie et la Tunisie, il est question aussi de coopération diplomatique. Le ministre des Affaires étrangères algérien Ahmed Attaf et son homologue tunisien Nabil Ammar ont affirmé mardi à Alger que les relations politiques entre les deux pays sont excellentes, appelant à la nécessité d'identifier de nouveaux domaines de coopération bilatérale, à commencer à bénéficier de leur potentiel, notamment sur le plan économique. La tenue de cette commission bilatérale revêt un timbre spécial, vu les liens solides et forts qui unissent nos deux pays et nos deux peuples frères, ce qui est un acquis précieux pour la promotion des relations algéro-tunisiennes au plus haut rang,
que ce soit en matière de coopération et de partenariat ou de la solidarité et de la coordination pour la protection de nos deux pays frères des éventuels dangers et des menaces imposées par les changements actuels au niveau territorial et mondial. Je voudrais rajouter qu'il est très important que le monde sache que notre relation est solide, constructive et durable. La Tunisie et l'Algérie sont plus fortes dans leurs relations bilatérales. Le niveau politique est excellent, mais il faudra renforcer la coopération économique. En d'autres termes, miser sur le partenariat et créer la richesse dans l'intérêt des deux pays et des deux peuples. Et le forum d'affaires algéro-tunisien qui s'est tenu à Alger est co-présidé par le Premier ministre algérien Ayman Ben Abdelrahman et son homologue tunisien Ahmed El-Hachani démontre une fois de plus la volonté bilatérale pour le lancement des affaires entre les deux pays dans plusieurs secteurs économiques. Nous, les Tunisiens, nous aspirons à investir en Algérie depuis plusieurs années. Donc avec ces facilitations, seront un booster pour nous. Il y a plus de 80 hommes d'affaires qui participent à cet événement, ce qui traduit la volonté des Tunisiens à investir en Algérie. Ces décisions et ces lois mises en place vont faciliter les échanges et feront office d'un nouveau lien dans les relations entre l'Algérie et la Tunisie, que nous espérons voir se développer davantage. Tout est mis en place pour faciliter l'investissement des Algériens en Tunisie. Même chose pour les investisseurs tunisiens en Algérie. Activité diplomatique toujours, le ministre algérien des Affaires étrangères, Ahmed Attaf, s'est entretenu ce mercredi avec son homologue sud-soudanais, James Peter Morgan, en visite en Algérie dans le cadre de sa participation à l'événement de haut niveau chez Mex Afrique. Le communiqué du ministère algérien des Affaires étrangères a précisé que les entretiens ont porté sur les voies et les perspectives de redynamiser la coopération bilatérale dans les domaines politiques, diplomatiques et économiques. Selon la même source, la situation sécuritaire et politique dans la région et les progrès réalisés dans la mise en œuvre de l'accord de paix pour résoudre la crise au Soudan Sud que l'Algérie soutient en vertu de son adhésion au comité africain de haut niveau. J'ai été honoré de recevoir votre invitation officielle à me rendre à Juba et je tiens à honorer cette invitation dans les temps convenus par nos deux diplomaties. Ces discussions nous ont permis de se rassurer sur la situation de nos frères au Sud-Soudan et de s'enquérir des développements enregistrés dans l'application de l'accord de dynamisation pour le règlement de crise dans ce pays frère. Dans quelques mois, l'Algérie sera membre non permanent au Conseil de sécurité. Nous avons des problèmes dans le continent et nous avons besoin d'acteurs influents pour nous représenter. Et l'Algérie en fait partie. Quand la représentation est puissante comme l'Algérie, le continent sera heureux et représenté entièrement. Nous vous le disions en titre, le ministre algérien de l'Habitat, Tarek Blaribi, s'est entretenu avec les responsables de la Société de logement et d'hébergement en Afrique de l'expérience de l'Algérie dans le domaine du logement. Dans sa déclaration lors d'une conférence de presse en marge de l'Assemblée générale extraordinaire de l'entreprise tenue en Algérie les 4 et 5 octobre, Blaribi a souligné l'ambition de l'Algérie de promouvoir le développement durable sur le continent, soulignant sa volonté de construire des relations fortes avec Shelter Africa. Nous avons discuté avec Monsieur le ministre et la présidente du conseil d'administration de Shelter Afrique et moi-même, le directeur général de Shelter Afrique, des possibilités de collaboration et de partenariat avec l'Algérie. Shelter Afrique comprend 44 pays membres et actionnaires de Shelter Afrique, dont l'Algérie qui joue un rôle prépondérant. Donc nous avons jugé nécessaire de pouvoir établir un cadre de collaboration avec l'Algérie pour voir dans quelle mesure nous pouvons développer le secteur de l'habitat.
Le ministre de l'Énergie et des Mines algérien Mohamed Arqab effectue une visite de travail dans la capitale belge, Bruxelles, le 4 et 5 octobre, dans le cadre de la tenue de la 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'Union européenne, prévue jeudi selon un communiqué du ministère. La 5e réunion annuelle de haut niveau du dialogue énergétique entre l'Algérie et l'UE sera coprésidée le 5 octobre par Arqab et la commissaire européenne de l'énergie. Précise la même source, la réunion permettra de passer en revue les sujets d'intérêt commun dans le domaine de l'énergie et d'évaluer les résultats des activités de partenariat depuis la dernière réunion tenue à Alger le 10 octobre 2022. L'Algérie a été élue membre à la Commission arabe pour les droits de l'homme pour la période 2023-2027, et ce lors d'une séance de vote à bulletin secret tenue au siège du secrétariat général de la Ligue arabe. L'élection s'est déroulée en présence des membres permanents de 18 États, membres de la Commission de la Charte des représentants du secrétariat général de la Ligue arabe. L'élection de Yajtiman Chawki se veut un acquis pour la diplomatie algérienne qui s'est mobilisée derrière le candidat algérien et confirme l'engagement de l'Algérie en matière des droits de l'homme. Le Conseil de sécurité des Nations Unies a donné son feu vert lundi 2 octobre à l'envoi à Haïti d'une force multinationale menée par le Kenya pour aider la police dépassée par les gangs. La mission réclamée depuis un an par Port-au-Prince, selon la résolution adoptée lundi par 13 voix et 2 abstentions. Une décision saluée par l'Organisation des Nations Unies et du président kényan William Ruto. Retour à l'actualité africaine, une situation d'urgence alimentaire se profile à la frontière entre le Soudan et le Sud-Soudan, car les familles fuyant les combats qui font rage dans plusieurs régions soudanaises continuent de traverser la frontière chaque jour. C'est ce qu'a alerté le Programme alimentaire mondial. Une nouvelle évaluation de la sécurité alimentaire réalisée par le PAM montre que 90% des familles rapatriées souffrent d'une insécurité alimentaire modérée ou grave. Et au Soudan voisin, au moins 6 civils ont été tués et 10 blessés par une frappe d'artillerie à Khartoum Nord, dans un quartier densément peuplé. La frappe a été menée par les forces de soutien rapide, selon plusieurs sources, dont des positions étaient la cible de bombardements de l'armée soudanaise dans la capitale et ses alentours. Au moins 5 000 personnes ont été tuées et plus de 12 000 blessés, selon les Nations Unies, depuis le début du conflit armé le 15 avril dernier. Direction le Moyen-Orient, la diplomatie palestinienne a condamné les décisions des autorités d'occupation d'interdire une visite des ministres européens dans des villages en Cisjordanie. Pour le ministère des Affaires étrangères palestinien, il s'agit d'une décision arbitraire en violation avec le droit international. Les détails avec Naïla Hamouda. Une fois de plus, l'entité sioniste fait preuve d'un mépris total à l'égard des pays qui prétendent être leurs amis. L'occupation sioniste a interdit à James Cleverly, secrétaire d'État britannique aux Affaires étrangères, de se rendre dans le village palestinien de Ain Semia, en Cisjordanie occupée. Un village palestinien vidé de ses habitants de force en mai dernier, en raison de l'escalade de la violence des colons. L'occupation sioniste avait rejeté la demande. Cette restriction s'étendait également à la ministre norvégienne des Affaires étrangères, Anniken Huitfeldt, et à son homologue irlandais, Michael Martin, qui avait prévu des visites dans le village. Les restrictions imposées à ces diplomates n'étaient pas surprenantes. L'entité sioniste avait interdit à plusieurs reprises aux fonctionnaires étrangers de se rendre à Ain Semia. La brutalité dans les territoires palestiniens occupés se poursuit. Les Palestiniens subissent quotidiennement des violences, des arrestations arbitraires et des actes provocateurs. Aujourd'hui, des centaines de colons ont profané la mosquée de l'Aqsa du côté de la porte des Maghrébins, soutenue et fortement escortée par la police de l'occupation. Des mesures sécuritaires strictes ont été déployées en prévision de la fête juive du trône.
Ces actes barbares sont souvent accompagnés d'agressions et d'intimidations des citoyens, tout cela au su et au vu de la communauté internationale. On reste en Palestine. Le Bureau de coordination des affaires humanitaires des Nations Unies a déclaré que les autorités d'occupation avaient provoqué le déplacement de 13 familles palestiniennes, dont 84 personnes et 44 enfants de Massaferiata, au sud de Al-Khalil, depuis le début du mois de juillet 2023. La région de Massaferiata contient 13 communautés résidentielles habitées par 215 familles qui sont classifiées autant que zones des activités militaires par les autorités d'occupation. Une première dans l'histoire des États-Unis. Le président de la Chambre des représentants a été destitué de son poste. Il s'agit de Kevin McCarthy. L'aile droite du Parti républicain lui reprochait d'avoir négocié avec l'opposition démocrate un budget provisoire pour financer l'administration fédérale. Les détails avec Safwan Ben Sabri. Coup de poker aux États-Unis. Le chef de la Chambre des représentants a été démis de ses fonctions suite à un vote historique au Congrès. Retour sur cet événement venu bousculer la scène politique américaine. Doing the right thing isn't always easy, but it is necessary. Ce n'est pas toujours facile de faire ce qu'il faut, mais c'est nécessaire. Je ne regrette pas d'avoir choisi de gouverner plutôt que de me plaindre. C'est ma responsabilité, c'est mon travail. Je ne regrette pas d'avoir négocié. Notre gouvernement est fait pour trouver des compromis. Le désormais ex-chef des représentants a été victime de querelles fratricides dans son propre parti. C'est en effet du camp républicain qu'est venue la motion de censure. L'aile droite du Parti républicain reproche à Kevin McCarthy d'avoir passé un accord secret avec l'administration Biden pour le déblocage d'une enveloppe supplémentaire pour Kiev. Or, la droite dure américaine est opposée à ce financement supplémentaire, estimant que les moyens alloués devraient servir à juguler la crise migratoire aux frontières mexicaines. Ce fut donc une opportunité à ne pas manquer pour les démocrates qui ont massivement voté pour la destitution. 208 d'entre eux ont voté pour, 8 républicains sont venus ajouter leur voix pour faire pencher la balance. Malgré les appels à la raison de plusieurs élus républicains, les désaccords qui les déchirent ont coûté son siège à Kevin McCarthy. C'est une première depuis plus d'un siècle aux États-Unis. Une période de turbulence s'annonce. Un remplaçant doit être choisi, ce qui s'annonce pour l'heure très compliqué. Et moins d'une semaine après l'attentat d'Ankara, la capitale turque, les services de sécurité ont procédé à l'arrestation de plusieurs personnes en lien avec les faits. Le point avec Tinin Al-Makassi. Plus de 460 opérations antiterroristes ont été lancées à travers la Turquie, avec la mobilisation de quelques 13 000 membres des forces de sécurité. Dans le viseur, le Parti des travailleurs du Kurdistan, plus connu sous l'acronyme PKK. Depuis 2016, les tensions entre le PKK et Ankara semblaient de moindre ampleur. La situation tend à s'inverser. En effet, le 1er octobre dernier, le Parti des travailleurs du Kurdistan a revendiqué un attentat suicide qui a fait 2 blessés. La réponse d'Erdogan a été sans appel. Une véritable chasse à l'homme a été lancée sur l'ensemble du territoire turc. Près de 70 personnes ont été arrêtées rien que ce mardi 3 octobre. La réponse d'Erdogan ne se limite pas au seul territoire turc. Ankara affirme avoir mené des attaques aériennes en Syrie et en Irak. À ce propos, le ministre turc des Affaires étrangères Hakan Fidan affirme que son pays est dans son droit en menant des attaques ciblées contre toutes les infrastructures du PKK-YPG en Irak et en Syrie. Pour bon nombre d'observateurs, l'attentat kamikaze du 1er octobre dernier qui a visé le ministère de l'Intérieur turc est avant tout une façon pour le PKK de réaffirmer son efficacité militaire sur le terrain. Cela dit, et en vue du contexte mondial et régional, tout porte à croire que cet abcès sécuritaire qui sévit depuis 1984 quand le PKK a choisi la voie des armes pour défendre sa cause risque de prendre une nouvelle tournure. Surtout que les alliés d'hier ne semblent pas être sur la même longueur d'onde d'aujourd'hui. En effet, Ankara a toujours vu d'un mauvais œil le rapprochement des États-Unis, de l'Union européenne, du PKK, au moment où ce dernier avait démontré son efficacité stratégique contre l'État autoproclamé État islamique en Irak et au Levant, s'ajoutant ainsi aux tensions déjà existantes au sein même de l'OTAN.
notamment sur la question de l'adhésion de la Suède. Pour rappel, en plus de la Turquie, les États-Unis et l'Union européenne ont inscrit le PKK dans la liste des groupes terroristes. C'est la fin de cette édition. Merci à vous de nous avoir suivis et excellente suite de programmes.